C'est ce que mon associé m'avait dit. Il m'avait dit attention, parce que 9 projets de rachat sur 10 ne se font pas. Et en fait, tout le temps que tu es en train de chercher des acquéreurs, de discuter, parce que ça prend du temps tout ça, et ben en fait, tu n'es pas en train de développer le business. J'ai une espèce de matrice dans ma tête avec le niveau de scaling de la boîte, le niveau de chiffre d'affaires et de l'autre côté, plutôt mon niveau de confort et de bien-être. Et j'essaie toujours de trouver le point de patinage. J'ai simplifié. Et le service minimum, c'était aussi, je veux que le business, il tourne à tant de chiffre d'affaires. Tant pis s'il n'y a pas de croissance. Je veux juste un truc qui tourne sans moi, qui est propre, qui est clean. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui sur Structure pour une nouvelle série d'épisodes et pour ce faire, je suis en excellente compagnie. Je suis en la présence de Charlotte Apieto qui est la fondatrice de Postadem et de Gérald Ford qui est le fondateur de l'incubateur Entreprendre. Alors Charlotte et Gérald sont tous deux des chefs d'entreprise qu'on adore chez Squared. Autant pour leur réussite. Charlotte, une de tes réussites, on va forcément en parler dans cette série d'épisodes, mais c'est le premier rachat réalisé dans l'industrie infopreneuriale. Postadem a été racheté. Ou un autre exemple de réussite, c'est toi Gérald, tu as été un des premiers dans cette industrie à avoir dépassé la barre des 10 millions de CA annuels. Et ça aussi, c'est une des réussites sur lesquelles on va pouvoir discuter. Et puis on vous adore aussi pour votre posture de leader, pour plein d'autres choses que vous allez forcément dans vos oreilles aujourd'hui découvrir. J'ai la chance de côtoyer Charlotte et Gérald depuis plusieurs années maintenant dans les masterminds de Square, notamment le mastermind 78. Et puis ça faisait longtemps que je voulais les inviter sur le podcast. On a essayé de se synchroniser. Voilà, c'est le bon moment. On a réussi à trouver le timing. Et notamment, on va discuter de sujets ensemble, des sujets qui vous questionnent sur le podcast. Et c'est des sujets sur lesquels je sais Gérald et Charlotte ont énormément de choses à partager, de très belles perspectives et d'enseignements pour nous. Donc voilà, j'ai sélectionné quelques sujets méticuleusement parce que je sais que Gérald et Charlotte ont des choses à nous partager. Voilà, sans transition aucune, je vous propose qu'on s'attaque à notre premier sujet du jour. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêt. Prêt. Ouais. Top. Eh bien, premier... Belle intro. Ouais, On voit que c'est préparé, c'est cadré, nickel. Carré. structuré. Eh bien, écoutez, pour ce premier épisode ensemble, j'aimerais parler avec vous de quelque chose qui, à mon sens, vous caractérise et qui vous lie. Puisque ça vous lie dans votre carrière entrepreneuriale. Et en même temps, c'est ce sujet-là qu'on va discuter dans ce premier épisode. Ça va permettre à nos auditeurs, à nos auditrices de mieux vous connaître. À mes yeux, et aux yeux de pas mal d'entrepreneurs dans l'industrie, vous représentez déjà une belle réussite selon les critères de l'entrepreneuriat. Pour toi, Charlotte, tu as pendant plusieurs années développé l'entreprise Postadem. C'est une entreprise que tu as revendue récemment, il y a quelques mois. Et pour beaucoup, parce que c'est pas donné à tout le monde de monter une boîte, structurer une boîte et la revendre ensuite, c'est clairement un succès entrepreneurial. Pourtant, aujourd'hui, à partir de ce succès-là, tu développes une nouvelle entreprise qui est très différente. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on échange autour de ça dans ce premier épisode, sur à la fois la structuration de Postadem, qui a permis ce rachat, et qui t'a permis l'exit notamment. Et puis après, la next step, c'est comment on repart quand il s'agit de restructurer une nouvelle activité. Et pour toi, Gérald, le succès, encore une fois, sous le filtre des succès que la société veut bien accorder à l'entrepreneuriat, c'est d'avoir, il y a de cela 2 ans, je ne sais plus si c'est 2 ou 3, ça passe vite. T'as réussi à 2 ans, ouais. T'as réussi à développer une boîte générant plus d'une dizaine de millions d'euros de CA. Encore une fois, on se dit waouh. Et pourtant, aujourd'hui, tout comme Charlotte, tu développes une entreprise qui est très différente. Donc voilà, j'aimerais aussi beaucoup qu'on échange sur ça, sur la structuration de cette précédente boîte, ce que tu as fait, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ce switch. Je pense que c'est costaud comme premier épisode. Vous en pensez quoi ? Oui, ça va être intense. Très bien. Très, très bien. Eh ben, Charlotte, je te donne le go. On y va, puis on va échanger là-dessus, tous ensemble. Oui, très bien. Par quoi je commence du coup ? Quelle est la première question ? Sur quoi j'ai champ libre, c'est ça ? Ouais, t'as champ libre. Ok. Si tu arrives à partager justement qu'est-ce qui a pu ramener le rachat la vente, Oui. pardon, du coup, de Postadem Yes. et après comment t'as transitionné.
Ouais, bien sûr. En fait, à la base, je cherchais pas à vendre. Je pense que c'est un point intéressant. C'est que ça faisait donc du coup 5 ans que j'avais créé Postadem et je commençais à ressentir un certain essoufflement. Et tu sais, quand tu sais qu'il y a des challenges à relever pour le business, tu sais qu'il y a des choses à mettre en place pour le faire passer à l'étape d'après. Et en fait, t'as pas envie. Enfin, je dis tu, hein, je sais pas si vous l'avez vécu, mais en tout cas, moi, je sentais que j'avais pas envie. Et du coup, c'est passé par émotionnellement plein de phases différentes, du type, mais en fait, est-ce que c'est moi qui ne suis pas à la hauteur? Puis ensuite, en fait, j'en ai ras-le-bol. Et puis, tu vois, ça soulève plein de questions. Et en fait, je suis revenue c'était la fin de l'été 2021. Et je dis en fait à mes amis, je crois que il faut que je sorte de cette boîte progressivement. Il faut savoir que dans mon ADN, il y a ce truc de pas trop travailler non plus, les fameuses 25 heures semaine maximum du La maximum. Dolce C'est souvent Vita. la Dolce Vita, c'est souvent bien moins que ça. Et je suis revenue en disant il faut que Postadem, on passe de allez, 20-25 heures à une journée max par semaine. Et ce que j'aimerais arriver à faire pour l'été prochain, c'est à partir sur un congé sabbatique. En fait, c'était ça le projet initial, un congé sabbatique de plusieurs mois, en me disant comme ça, je réinitialise, je fais un point sur ma vie. Il y a un peu des questionnements existentiels en fait derrière, parce que quand on crée une boîte, surtout une boîte comme ça où il y a un message spécifique, tu vois, c'est basé sur une expertise, sur une thématique comme ça part quand même à la base de soi et de son histoire, donc ça reste assez lié. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, si je veux prendre un congé sabbatique, il faut que la boîte puisse tourner sans moi. Et qu'est-ce que j'ai à faire pour que la boîte tourne sans moi? Et à partir de là, il y a eu deux choses. Il y a eu les connaissances, compétences dont j'avais besoin pour pouvoir arriver à ça. Et il y avait le mindset. Hein, c'est toi qui m'avais dit d'ailleurs le premier. Avant que j'intègre le 67, le Mastermind 67, tu m'avais dit la réussite, c'est 80% de mindset, 20% stratégie. Et je m'étais dit, ouais, bon, ça, c'est des jolies phrases. Hein. Moi, ce que je veux, c'est les stratégies. Mon mindset, il va très bien, Ouais. tu vois. Bullshit encore. Et en fait, c'est très vrai. C'est que quand on veut faire un exit, prendre un congé sabbatique, en tout cas, sortir du business, quelle que soit la forme, en fait, il faut s'autoriser à ça. Il faut s'autoriser à ça. Donc, il y a des sujets de culpabilité, même par rapport à l'équipe. Enfin, il y a plein de choses qui vont émerger. Et je le vois aussi chez les clients que j'accompagne aujourd'hui, tu vois, en mentorat business. Chacun va avoir ses trucs spécifiques, mais il y a déjà de s'autoriser à ça. Et une fois que ce travail mindset, là, il est fait, là, on peut mettre en place la stratégie pour ça. Donc chez moi, il y a eu ces sujets. Et à partir du moment où c'était OK, je veux passer à une journée max par semaine, il y a eu plusieurs ressources qui m'ont aidée. Et en fait, qu'est-ce que je vais... Alors d'ailleurs, dans les ressources, il y en a une que tu m'as partagée toi, de Scott Fritz. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est toi qui m'as parlé de ce livre qui s'appelle The 40-Hour Work Year, l'année de travail de 40 heures. On n'est pas sur la semaine de 4 heures, on est sur C'est un l'année de petit clin 40 d'œil à heures. Tim Ferriss. C'est, Ouais. voilà, on est un petit peu dans ce style-là. Et il y a eu ça, je me suis aussi formée... alors non, pardon, là j'empiète. Ça a commencé par ça. Et donc je commence à mettre les choses en place. Et je commence notamment à faire le point sur tout ce que moi je fais dans le business et à me dire, ok, donc ça, sachant que j'avais déjà l'habitude de m'extraire au maximum, mais ok, donc ça, si c'est pas moi, c'est qui? Si c'est pas moi, est-ce que finalement on peut l'enlever? C'est quoi le core business, tu vois? C'est quoi les fondamentaux en fait où il y a besoin que ça reste? Et dans le même temps, il faut savoir qu'il y a eu des moments un peu difficiles au niveau du business. Tu vois, il y a eu des moments avec des baisses de chiffre d'affaires. Il y a eu quand même des challenges aussi en même temps dans le business. Et ça, c'est aussi un indicateur super intéressant. C'est, OK, là, quand il y a une galère, est-ce que je sens qu'au fond de moi, je repars en mode j'ai la flamme et je vais tout péter et je vais résoudre les problèmes? Ou est-ce qu'on se dit, marre quoi? Et effectivement, je suis plutôt dans la deuxième option. Et donc, je pars de ça, structuré comme ça, et là, je suis contactée par une autre boîte qui me propose d'échanger sur l'idée potentielle de me racheter. Et là, je me dis, donc ça faisait à peine 2 mois que j'avais dit, je veux prendre un congé sabbatique bientôt. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est pas bête ça comme idée en fait. C'est pas bête du tout si je peux vendre. C'est trop bien, j'empoche de l'argent, je me barre, c'est terminé. Ça répond à tous les problèmes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a accéléré le processus parce que j'ai échangé avec eux, j'ai mis en place tout un dossier pour leur montrer le business. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on veut vendre? C'est qu'on est obligé de prendre de la hauteur et d'avoir cette vision macro du business. Et donc, qui est la cible? OK, quelles sont les offres? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Quel est le business model? Quelles sont les finances? L'équipe, la structure, les process internes? Et en faisant ça, en fait, ça t'oblige à formaliser le business vu de l'extérieur. Et ça m'a fait faire un grand bond en avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce rachat, il s'est pas fait. Ce que sur le coup, j'ai vécu en mode grosse déception, quoi. C'était l'échec, c'était la seule option, donc échec. Et en même temps, tant pis pour eux, moi je vais continuer comme ça. Sauf que ça m'a rattrapé, cette envie quand même de partir. Mais là, j'avais toutes les bases solides, en fait, pour pouvoir quitter le business. Et il se passe un truc aussi quand on veut vendre un business, c'est que on appelle ça maquiller la mariée, tu vois. C'est qu'en fait, on le rend tout beau, notre business, parce qu'on a envie qu'il ait de la valeur.
Et du coup, quand on rend un business tout beau, il prend en valeur. Nous, on commence à retrouver un peu du sens là-dedans. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais aller vite là-dessus. Mais du coup, je rentre dans d'autres discussions avec d'autres. Vous me direz ce qui vous intéresse, sur quoi je peux creuser, mais d'autres discussions avec d'autres acquéreurs. Et in fine, l'acquéreur avec qui ça s'est fait, c'est ça le petit fun fact, c'est que il se trouve que c'est ma meilleure amie à qui je disais, bah voilà, ça n'a pas fait avec un tel, eux j'ai pas envie. Je suis vraiment décidée à vendre. Par contre, je vais chercher vraiment un autre acquéreur digne de ce nom qui correspond. Et si tu penses à quelqu'un, tu m'en parles. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais moi ça m'intéresse. Et qu'on est parti dans ces discussions-là. Donc voilà sur la partie vente, d'où c'est parti tout ça. Et dans ce que j'ai mis en place, je vais pouvoir creuser. Mais effectivement, c'est des sujets de business model, de structure et d'équipe. En gros, les grands sujets. Et donc j'ai mis tout ça en place et ça m'a permis de prendre effectivement un congé sabbatique, puisque moi je ne fais plus rien dans la boîte depuis des mois et des mois, de vendre et de pouvoir démarrer en parallèle un autre business. Voilà. Je ne sais pas dans quel niveau de détail rentrer, mais je pose déjà ça. Bah déjà, je pense que c'est une super entrée en matière pour avoir, on va dire, tes dernières années entrepreneuriales avec beaucoup de hauteur. Moi, ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est ça t'a forcé à formaliser le business vu de l'extérieur. Et ça, c'est assez intéressant parce déjà, des fois, on ne connaît pas notre propre business de l'intérieur, donc tu as fait ce travail-là. Et après, de pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre, je ne sais pas ce que tu en penses, Gérald, mais c'est un exercice qui est hyper intéressant. Ouais, surtout si ça se répercute en plus sur du bon en termes opérationnels, c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens que j'ai interviewé, j'ai entendu pareil chez Romain dans son podcast, qui disent qu'au moment où ils vendent, ils lâchent le business pour justement s'occuper. Quand ils lèvent ou quand ils vendent, ils lâchent le business pour justement aller trouver des acquéreurs. Et donc ça, c'est l'étape d'après. Et souvent, le business en pâtit un Oui. petit peu, quoi. Donc toi, c'est tout à fait le contraire, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ce que mon associé m'avait dit. Il m'avait dit attention, parce que 9 projets de rachat sur 10 ne se font pas. Et en fait, tout le temps que tu es en train de chercher des acquéreurs, de discuter, parce que ça prend du temps, tout ça, et ben en fait, tu n'es pas en train de développer le business. Et il faut savoir que moi, j'ai fait le choix, ouais, c'était il y a quasiment un an maintenant, de passer en opération service minimum. En fait, c'est quoi l'opération service minimum? C'est que c'était une phase où le business, justement, allait un peu moins bien. Il n'y avait plus trop de croissance et tout. Donc moi, j'étais inquiète sur, justement, notre structure de coûts. Donc j'ai décidé de limiter les coûts. J'ai dû arrêter avec certaines personnes de l'équipe à ce moment-là. Donc j'ai vraiment archi simplifié, ce qui a facilité aussi d'ailleurs pour la vente derrière, on pourra y revenir. J'ai simplifié. Et le service minimum, c'était aussi, je veux que le business, il tourne à tant de chiffre d'affaires, tant pis s'il n'y a pas de croissance, je veux juste un truc qui tourne sans moi, qui est propre, qui est clean pour pouvoir le vendre et que moi je m'en aille, mais tant pis si on n'est plus dans une perspective de croissance. Et en fait, ça fait un an que le business tourne sur ce mode service minimum, donc en fait, le chiffre d'affaires se fait chaque mois. Moi, je fais plus rien. Et effectivement, derrière, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder, c'est que c'est important que quelqu'un reprenne le lead à un moment parce que je pense que le service minimum ne peut pas durer éternellement. J'aurais pas pensé qu'il dure un an quand même, et il dure déjà depuis un an et je pense qu'il peut encore durer. Mais à un moment, il y a quand même besoin de remettre de la vision, de remettre une intention plus forte que ça, je pense. Mais en tout cas, ça peut quand même durer un certain temps. Et ça, c'est cool aussi de l'avoir en tête. Ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est qu'il y avait un objectif et il y a eu les moyens qui étaient ultra alignés avec cet objectif-là. C'est très compliqué de chercher de la croissance et de vouloir vendre à ce moment-là, j'imagine, ou c'est compliqué de vouloir s'extraire du business et d'être en phase de croissance également. Je pense qu'il y a un temps pour tout et ça, c'est ce qui a été hyper bien réalisé, j'ai l'impression, dans ce que tu racontes. Après, tu as aussi des cas de boîtes qui vont justement dans la perspective de vendre. Pendant les 2-3 années, ça c'est un peu le modèle startup de on booste la boîte à fond pour la valoriser au maximum et à ce moment-là, on vendra. Mais généralement, tu vois, c'est pas vraiment des modèles comme les nôtres. Souvent, tu as quand même plusieurs associés et tu en as un qui va être en charge de trouver l'acquéreur et de s'occuper du dossier de vente pendant que les autres sont sur la croissance. Donc, c'est pas forcément les mêmes modèles, mais c'est vrai que quand tu es seul, tu peux pas être sur tous les fronts. C'est quand même très compliqué. Surtout qu'en plus, quand tu commences à échanger sur la vente, tu te projettes dans le fait que ça va être terminé pour toi. Et du coup, c'est pas évident de mener un truc à fond quand toi, t'es plus dedans, quoi. Ça a ses limites aussi. Ouais. Et je crois que tu l'as très bien dit, hein, c'est de regarder ton business, ce que tu l'as fait sur les 2 dernières années, pour le simplifier au maximum. C'est vrai que souvent, quand on est en croissance, j'aime bien faire une métaphore avec le sport, c'est si tu veux prendre du muscle, tu prends du gras et du muscle, quoi. Et à un moment donné, c'est bien de se retourner et se dire, il faut enlever le gras. Alors le gras, ça va être simplifier le business model, ça va être, est-ce que
tous les membres de cette équipe-là que j'ai vraiment recruté dans cette phase de croissance est nécessaire à un temps T. Et au final, ce qui est assez sexy aussi, c'est que quand tu es en mode run, donc ce que tu appelles l'OSM, c'est ça, Organisation Service Minimum, Ah oui, euh, je l'avais pas dit comme ça, mais oui. bah, ça donne l'opportunité aussi à l'acquéreur de se dire waouh, il y a un potentiel de malade, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire ça juste en mode run, en mode simple. Quand je vais débarquer là-dedans, je vois aussi la perspective de croissance et ça, c'est aussi sexy en fait, hein, de donner Ouais, tout à l'opportunité. fait. Ouais. Bah, c'est clé en main en fait. Et je pense que c'est un des points importants et c'est aussi le truc du livre dont tu m'avais parlé. C'est qu'un acquéreur, s'il récupère un business où ça tient comme ça et que s'il n'y a plus le dirigeant initial, tout se casse la figure, ça n'a pas de valeur en fait. Tu vois, au-delà du chiffre d'affaires et des finances, ça n'a pas de valeur de cette façon-là. Donc là, il y avait vraiment ce truc clé en main où effectivement, la passation, y a rien à faire. Moi, je n'ai aucune passation à faire puisque je faisais plus rien, quoi. Ce qui est quand même très cool. Après, ça, c'est la. Juste pour finir là-dessus et pour laisser après la parole à Gérald, c'est que. Là, on aborde le côté sexy vu de l'extérieur, tout est bien pensé, structuré et machin. Dans les faits, pendant ce processus, il faut garder en tête que moi, je suis passée par une sensation d'échec pendant un certain temps. Surtout quand la vente s'est pas faite, qu'on est passé en mode service minimum et pendant que tu as d'autres petits camarades de Masterman, par exemple, qui eux sont en croissance, tu dis j'ai loupé un truc quelque part, tu vois. Ça passe par des questionnements de mais est-ce que je suis pas en train de faire une énorme bêtise? Parce qu'il y en a qui me disaient mais tu vas faire quoi du coup? Alors moi j'avais déjà commencé à avoir l'autre business en parallèle en mode side project, mais tu dis mais attends, est-ce que je vais être capable de refaire un truc qui marche? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à vendre autre chose en parallèle, pour moi me sécuriser en me disant oui je sais vendre autre chose que du post-adem, mais il y a quand même beaucoup de questions qui sont derrière et ça a été du coup une année très très riche en termes d'évolution perso, mais très challengeante aussi. Et voilà, c'est juste pour dire que ça c'est la face, c'est la partie immergée de l'iceberg et qu'il y a aussi tous les processus perso derrière. J'espère qu'un jour, soit tu nous écriras un livre, soit tu nous feras une masterclass, soit une immersion juste sur ce sujet-là, parce que ton partage d'expérience peut durer des semaines. Euh, ouais, merci Charlotte. On va reparler juste après de effectivement comment là tu es reparti sur ce nouveau projet de mentoring et d'immersion notamment. Euh, Gérald, j'ai envie aussi d'ouvrir le micro sur ton expérience des 2 dernières années, où pareil, succès qui cette fois-ci on pourrait le quantifier en termes de chiffre d'affaires parce que les 8 chiffres, tu les as passés. Et en même temps, tu as appris plein de choses, etc. Donc, comme Charlotte, est-ce que tu peux nous partager un peu cette expérience-là? Euh, Ouais, super. Vas-y, je t'en prie. Et je me suis noté la phrase que tu as dit tout à l'heure, sous les critères que la société ne veut bien accorder au succès. Ouais. Et tu mets le doigt, bon après tu triches parce que tu me connais bien, mais si tu mets le doigt sur le truc, c'est sur le papier, comme disait Charlotte tout à l'heure, de l'extérieur, c'est tout beau de péter les 8 chiffres. Mais c'est vrai que je suis un peu reparti en arrière et je pense que c'est un peu là où tu veux venir en me posant la question. Et du coup, ouais, on a fait beaucoup de chiffre d'affaires et on a eu les problèmes, les emmerdes liés à cette augmentation de chiffre d'affaires. Et comme tu disais tout à l'heure, hein, quand on prend du muscle, il faut prendre un peu de gras. Bon, ben, nous, le gras, il a été difficile à perdre quand on a eu, bah, ça a bien fonctionné, quand on a eu succès là, entre guillemets. Il a fallu après faire des réarbitrer et j'étais pas prêt à maintenir ce niveau de stress pendant très très longtemps. Donc voilà. Est-ce que tu peux rentrer un peu en détail sur le business model qu'il y avait ou pas? Ou est-ce que ça a pu, comment ça t'a permis aussi de passer à un autre business sur lequel je te vois complètement épanoui? Ouais, bah alors, j'ai pas tout jeté, hein. J'ai juste réduit la voilure du modèle. En gros, nous, notre produit principal s'appelle l'incubateur entreprendre. On forme des entrepreneurs on les accompagne à travers des bootcamps pour structurer leur boîte. Donc c'est vraiment, des futurs entrepreneurs, ou des néo-entrepreneurs qui veulent structurer leur projet, autant juridiquement que sur le plan de l'offre et cetera. Et notre modèle de distribution, c'est qu'on se fait des super partenariats avec d'autres personnes qui vendent de la formation, qui eux vont vendre des compétences métiers, compétences de marketing, des compétences des compétences métiers, quelles qu'elles soient. Et nous, on s'occupe de la partie compétences transversales de l'entrepreneuriat. Donc voilà, tout ce qui est souvent un peu boudé par les formateurs, parce que c'est pas hyper sexy, mais c'est ultra important pour bien structurer le projet et surtout le voir long terme. Et donc notre modèle, c'est d'avoir un paquet d'affiliés et de faire du contenu avec eux, de faire des opérations marketing avec eux pour être bundlisés dans leurs offres, pour être ajoutés à leurs offres. Et à un moment, on avait plus de 70 affiliés. On faisait beaucoup de chiffres. On est monté donc à 11 millions de chiffre d'affaires en 2022.
On a eu vu qu'on est financé par des fonds d'aide de prise en charge de la formation professionnelle, on a eu un énorme contrôle comme beaucoup de personnes ont eu à cette période-là. Alors ce contrôle, il s'est bien fini puisqu'on a été, on a eu rien de répréhensible, et cetera. Mais le niveau de stress, il est juste énorme parce qu'au moment où on se fait contrôler, il y a plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont détenus par la Caisse des dépôts, puisque c'est la Caisse des dépôts qui nous contrôlait. Et à ce moment-là, moi, on aurait pu me dire que je m'appelais Gisèle et que je vivais dans le Nord-Pas-de-Calais. J'aurais dit oui, oui. Enfin, voilà, on aurait pu tout me faire dire, quoi. Je doutais de tout. Et donc, le niveau de stress, il était juste énorme, en sachant que moi, je suis associé avec ma femme. Donc, à la maison, le stress était partagé tous les deux. Il n'y en avait pas un il y en avait pas un pour sauver l'autre, entre guillemets, de ce côté-là. Et en fait, je me suis dit, OK, je veux plus jamais ça, quoi. Je veux pas ce niveau de stress-là. Donc, je vais faire en sorte d'avoir moins d'affiliés, de pouvoir être plus en contrôle du business, avoir un peu plus les yeux partout. Et ça, aujourd'hui, même si j'ai une équipe qui est ouf, je sais que je suis quand même très contrôlant. J'ai pas le choix, il faut que je descale un petit peu. Alors, je sais pas si ça se dit, hein, vous m'excuserez. Mais en gros, que je reparte un petit peu en arrière, que je fasse voilà, que je maintienne une croissance qui est saine. Et donc voilà, donc j'ai une espèce de matrice dans ma tête avec le niveau de scaling de la boîte, le niveau de chiffre d'affaires et de l'autre côté, plutôt mon niveau de confort et de bien-être, et j'essaie toujours de trouver le point de patinage. Alors il évolue, ça bouge, hein, dans cette matrice, mon point de patinage, il évolue, mais en tout cas, là, je pense avoir, l'an dernier, trouvé un fit sur ces deux paramètres-là qui a plutôt bien fonctionné. Donc on a divisé presque par 3 le chiffre d'affaires, et à côté de ça, le niveau de confort a été multiplié par infini, j'ai l'impression. Donc voilà, et comme tu disais, Charlotte, tout à l'heure, quand tu as préparé ta vente, tu as mis les mains dans ton business, tu as pris un peu de hauteur et tout. Et moi, le gros plus de ce contrôle, c'est que j'ai remis, justement, en préparant la réponse, j'ai remis les yeux un peu partout. Et factuellement, ça passait puisqu'on a été retoqué sur rien. Mais moi, il y a des trucs un peu par maniaquerie et un peu par perfectionnisme que j'ai voulu revoir. Et donc ça a été aussi une super opportunité de prendre un peu de hauteur sur le business. Voilà. À ce moment-là, je le voyais pas comme ça, mais après, quand on raconte la belle histoire, je trouve que ça a été un plus d'être contrôlé, de pouvoir avoir 3 mois pour mettre vraiment voilà, fouiller dans tous les recoins du business. Et aujourd'hui, on a un truc qui marche bien, un truc qui est sain et qui me convient en termes de rythme et d'énergie. Ouais, je crois qu'on partage ce point commun. Alors, je sais pas du coup si on peut généraliser ça, mais c'est que souvent, on est obligé d'être un peu confronté à l'exercice, des fois au mur, ou des fois juste, voilà, un ras-le-bol, par exemple l'essoufflement, pour se dire, ok, je mets le nez dans mon business. Or, si tu le faisais en temps normal, tu as l'habitude de mettre. On le fait jamais en vrai. Faut qu'on soit toujours confronté à l'expérience, à l'obstacle pour le faire. Vous en pensez quoi? Mais moi, je pense que c'est un truc qui est vachement répandu dans le corporate, mais pas chez nous, en fait. Les grosses boîtes, elles se font auditer en continu. Elles ont toujours une prise de hauteur, une mise en perspective de ce qu'elles font, autant sur le plan contrôle de gestion que sur les process, et cetera. Et je pense qu'on découvre juste qu'il y a des gens qui le font depuis des années dans d'autres industries et que nous, on est en train de se professionnaliser, parce que même si le marché se structure, c'est quand même très balbutiant. Et je pense juste qu'on est en train d'apprendre, enfin, de comprendre ce que d'autres ont compris il y a quelques années, quoi, déjà. Mm. Ok, et ben je trouve ça. Merci déjà pour. Alors je dis pas le mot vulnérabilité, mais au moins pour votre transparence, parce que effectivement, de beaux succès, c'est des succès, et après il y a des apprentissages, et on adapte et on fait les choses. Ça vous amène aussi, j'ai le sentiment, à vous avoir dégagé du temps, de la ressource, du focus pour monter un nouveau projet. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est pas être dans la même entreprise tout le temps. C'est soit à un moment donné on la structure, on la revend, soit on la structure, mais on se libère beaucoup de temps. Moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez Squared, c'est que c'est tellement structuré, j'ai tellement les systèmes, les bonnes équipes en place, que je peux m'investir dans une autre structure, un nouveau projet entrepreneurial sans que Squared soit délaissé. Bien au contraire, ça continue à grandir avec moi, de mon côté, mon implication. Donc moi, je serais curieux de savoir c'est quoi maintenant, ça a été quoi l'étape d'après. Donc je vais te redonner la parole, Charlotte, si tu le veux bien. Tu as parlé de mentorat, tu as parlé d'immersion, etc. C'est quoi la next step après une vente, pardon. Alors, à la base, je m'étais dit que après la vente, quand ce serait tout terminé, justement, je prendrais une pause dans ma vie la fameuse, pour réfléchir à ce que je voulais faire le point sur ma vie et tout ça, et que je ferais rien. C'est ça l'objectif, c'était de rien faire pendant quelques mois. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que du coup, je me suis amusée, en fait, avant même d'ailleurs qu'il y ait la vente de Postadem,
je me suis dit, est-ce que justement je sais vendre autre chose? Et surtout, j'avais envie de retrouver, de m'éclater à nouveau, en fait, parce que c'était moins, voilà, comme je vous le disais, j'étais moins en phase avec ce que je faisais, ça m'amusait moins. Et donc, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui m'amuserait? Je suis vraiment partie du très simple. Ce qui m'amuse, c'est de parler business en vivant ma meilleure vie, c'est-à-dire dans un bon resto, d'un hôtel 5 étoiles si possible, en bord de mer. Voilà, moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est mon pourquoi il est là, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait une petite story. Je vous raconte vraiment le côté artisanal, hein, une petite story. Je voulais créer mon compte Insta perso et pas grand monde dessus, mais je fais une petite story en disant, bah tiens, je vais faire ça sur candidature, une journée avec moi. Une journée entière pour revoir tout votre business. Et vous venez à Nice, on se pose dans des beaux endroits, on revoit tout, on passe la journée ensemble. Et en fait, j'ai fait une story là-dessus et j'ai reçu une quarantaine de candidatures, ce qui sur le nombre d'abonnés était plutôt pas mal, sur des profils, certains qui me connaissaient de Postadem, d'autres pas forcément. Et du coup, j'ai eu le choix. Et c'est la première fois que j'ai que j'ai proposé en fait une journée immersion comme ça. Et évidemment, c'était payant. J'ai commencé comme ça et c'était très cool. J'ai adoré faire ça. Et en le faisant, je me suis dit, bah voilà, là, je retrouve du plaisir en fait en faisant ça. Et donc, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et en fait, c'est un business qui s'est On a développé de cette combien là? façon-là. Bah, j'en ai fait pas mal, je crois que j'en ai fait une trentaine. Ouais, je commence à avoir pas mal d'expérience sur les immersions comme ça. Et j'ai retrouvé en fait du plaisir à faire ça. Et ensuite, j'ai commencé à faire les immersions de groupe, parce que du coup, j'étais sur l'individuel, j'ai commencé à faire du groupe. Là, j'en avais 2 au mois de février. Là, j'en ai une en mars, bah, sur le sujet justement de comment avoir un business qui tourne sans soi et qui peut être revendable. Donc, c'est déjà bien prévu. Je l'ai fait avec Julien Musy, que tu as eu aussi sur le podcast. Ce podcast, on fait une immersion en binôme, du coup, en mars là-dessus. Et en fait, c'est juste que je m'amuse à faire ça parce que j'étais sur un modèle de formation en ligne hyper structurée, c'est de l'email quotidien, c'est tout un catalogue de produits, enfin c'est très cool tout ça. Mais en fait, j'avais perdu le côté contact terrain parce que le sujet de la reconversion me parlait plus. Donc c'est plus moi qui faisais les produits, c'est plus moi qui faisais les emails, je faisais plus rien. Donc c'est cool, mais en même temps, j'avais perdu du sens là-dedans. Et les immersions, il y a ce côté, ok, je recrée ce contact-là, donc ça me plaît. Et je suis repartie finalement en parallèle de Postadem et là aujourd'hui sur un nouveau business qui a une vision à lui tout seul, où je vais ressortir aussi des programmes en ligne parce que on aime ça quand même les programmes en ligne. Ça n'a pas vocation à s'arrêter, c'est ça. Et puis surtout parce que mes envies évoluent assez vite, c'est-à-dire que là ça fait 1 an que je fais de l'immersion individuelle. Je vais en faire de moins en moins que sur certains profils, développer le collectif. Je sais qu'il y a des phases de vie dans lesquelles j'ai envie d'être au contact et il y en a d'autres où pendant 2-3 mois je suis pas là et j'ai envie de vendre en ligne. Enfin, j'ai envie d'avoir cette simplicité, cette possibilité de vendre aussi en fonction des envies. C'est ce que je fais pour l'instant. Je vais réécrire un livre au mois de mai, là. Je vais aller en Toscane pour bosser sur le livre. Enfin bref, plein de projets en fait là-dedans. Et c'est un business qui a effectivement une nouvelle vision, nouvelle mission. Et la mission qu'il y a derrière, et c'est un peu... Finalement, c'est... Souvent, j'ai des gens de Postadem, mais pas que. C'est comment tu as un business à 6 chiffres tout en vivant la Dolce Vita. C'est vraiment ça la promesse de ce business-là. Et tout va être construit autour de ça. Il y aura des offres différentes, mais le why, en fait, c'est ça, parce que c'est ce que les gens viennent chercher chez moi, en fait, tout simplement, et c'est dans ma philosophie de vie. Donc, voilà. Et donc, ça a été commencé en parallèle de Postadem, en side project. Et ce qui est très drôle, c'est que sans me rendre compte, j'ai suivi ma propre méthode side project. Voilà. Incroyable. Donc, Ouais. elle tient la route. C'est vrai Voilà. que c'est hyper cohérent, effectivement, le side project, et tu l'as fait d'une manière qui parle énormément à Gérald, c'est que c'est très lean. C'est-à-dire que t'es pas parti à balle sur le gros projet, c'est que tu as commencé juste par une story, une immersion individuelle, et de là, déjà en 1 an, tu as tiré un fil énorme. Gérald, ça te parle, le lean? De ouf. Je suis un adepte de dingue, donc j'adore voir des belles réussites comme ça parce que très souvent, le lean, on en parle théoriquement, mais on a un peu d'histoire où c'est bien appliqué. Et, alors toi, en plus, ça s'inscrit parfaitement dans ta volonté de Dolce Vita, donc c'est trop cool. Oui, et puis en Bravo. plus, on peut pas savoir à l'avance. C'est-à-dire que à la base, je m'étais dit, je fais cette pause pour définir ce que je veux faire, mais je serais partie d'un truc un peu théorique. Alors que là, c'est, tu vois, en faisant, comme le positionnement, tu vois, les 6 chiffres en vivant la Dolce Vita, c'est parce que j'ai vu que c'était ce qui parlait aux gens dans mon approche. Mais moi, je l'avais pas forcément défini aussi clairement à la base. Donc voilà, après, je suis aussi passée, une fois de plus, ça c'est le côté extérieur, mais les coulisses, je suis passée aussi par des idées de projets aussi qui, à un moment, enfin, qui se sont pas faites. Il y avait un projet d'achat de villa pour y faire un lieu de séminaire, d'événements, on en avait discuté de ça, qui au final s'est pas fait. Donc il y a aussi eu de l'exploration et c'est ce que je disais aussi chez Postalem aux clients quand tu explores un projet pro, tu as besoin en fait de mettre les mains dans le cambouis, de tester des trucs, même si ça aboutit pas, en fait ça vient nourrir ta réflexion, tout simplement.
Donc voilà le pivot pour moi. C'est trop chouette de parler de Lean et Gérald, tu vas aussi nous partager comment toi aussi tu as lancé le Mastermind Entreprendre, notamment où c'est un projet Lean. Et pareil chez nous, là, avec Fractional, où on place des directeurs, des intégrateurs à temps partagé, on a eu nos premiers clients. On apprend tellement entre ce qu'on pensait être la solution et les mains dedans que j'ai le sentiment que quand tu as déjà monté une boîte et que tu montes la deuxième ou le deuxième projet ou le troisième projet, t'es à l'aise avec le lean. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut aller se confronter, tu sais que. Et au contraire, t'as juste hâte de te confronter parce que tu sais que tu vas apprendre très très vite. Toi, Gérald, du coup, t'avais l'incubateur Entreprendre. Et derrière, comment. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe en ce moment justement avec les entrepreneurs les plus avancés de ton Ouais. écosystème notamment. Ouais, bah, du coup, l'incubateur, donc on accompagne des gens qui veulent lancer un projet. Moi, il y a un truc que j'adore faire et je me reconnais beaucoup dans ce que tu as dit, Charlotte. J'adore mettre les mains dans le business, un peu débugger, un peu Dr House du business, quoi. Et ça, bah, dans l'incubateur, j'ai une grosse frustration parce que les gens que j'accompagne, ben, ils n'ont pas encore de business à ausculter. Et moi, je pense que de 0 à 10 000 euros, c'est un process à appliquer. Et on se pose des questions à partir de 10 000 euros par mois de chiffre quand on vend une expertise, que ça soit en prestation ou en formation, ce qui est clairement la cible des gens que j'accompagne. Enfin, voilà, les profils que j'accompagne sont dans cette cible-là, pardon. Et donc, en fait, grosse frustration, parce que moi, mes coachs, ils étaient super contents de pouvoir accompagner des gens, les accompagner au changement, les accompagner à résoudre plein de croyances et plein de blocages sur le fait d'entreprendre. Mais moi, là-dessus, c'est pas. Il me manquait un petit truc. Et donc j'ai lancé l'idée. Alors je t'en ai parlé très tôt au Romain parce que j'aime bien, du coup, aller quand même chercher, l'information, chez les copains et qui l'ont déjà fait et qui ont déjà eu du succès. Donc, je suis venu t'en parler, j'en ai parlé à 2-3 personnes. J'ai dit: «Voilà, j'ai envie de lancer un programme plus avancé, j'ai envie vraiment de mettre les mains dans le business et je vais le faire, je vais faire un test parce que je suis pas sûr de vouloir le tenir sur», parce qu'il y avait la période qui était un peu compliquée juste avant. Je dis: «Je suis pas sûr de vraiment vouloir repartir sur un projet. J'ai une envie, mais j'ai besoin de la valider et donc je vais faire un test sur 3 mois et donc je t'en ai parlé. Tu m'as mis plein d'alertes sur plein de trucs, ce que j'ai écouté, ça m'a épargné plein de problèmes et ce que j'ai pas écouté, je suis quand même tombé dans les problèmes. Donc tu vois, je voilà, il y a je tu m'avais mis en garde sur plein de trucs, notamment sur le fait de vouloir trop en faire, et cetera et tu mis le doigt pile poil sur le sujet. Et donc j'ai lancé un programme, pareil, en mode business WhatsApp. Je suis un gros adepte de ce truc-là. Donc j'ai fait sur Notion, j'ai pris, mes contacts, ce que j'avais dans mon carnet d'adresses, et j'ai envoyé un petit WhatsApp, une liste de diffusion en disant: «Voilà, j'ai pour projet de lancer un programme. L'idée, c'est qu'on puisse mettre les mains dans le business comme si, j'étais consultant dans ta boîte, mais également qu'on puisse se rejoindre et avoir une partie communautaire comme un mastermind». Donc ça sera un hybride entre, une boîte de conseil et un mastermind je vais faire ça sur 3 mois. Je t'invite et si ça fonctionne, ben, je pitcherai quelque chose et puis, si ça fonctionne pas, ben, je pitcherai rien et on aura passé 3 mois ensemble à parler du business et j'ai lancé ça comme ça et ça a bien fonctionné et donc et ça a bien fonctionné. Le taux de renouvellement, alors déjà, c'était des gens qui me connaissaient, soit avec qui, soit qui étaient, affiliés dans l'incubateur et donc c'était cool parce que du coup, je pouvais passer du temps avec eux toutes les semaines pour bosser sur le business commun, donc ça, c'était trop bien. Soit c'était des prestataires, de mes prestataires marketing, par exemple et du coup, ça me permettait également de passer du temps avec eux. Ou alors, c'était des copains ou des clients que j'avais déjà accompagnés en individuel. Donc ça s'est fait de manière, très simple, business WhatsApp et voilà et aujourd'hui ça occupe, 80 de mon temps, ce projet. Ça me passionne et puis j'ai de super partenariats, pour le développer pour l'instant, il y a rien à redire donc je suis vraiment très, très content. Ça évolue en continu parce que, ben, l'idée principale, hein, c'est un peu l'idée du lean, hein, c'est qu'on n'a pas on a une idée, une vague idée de ce que l'on veut réaliser, mais après la clientèle va se l'approprier et va faire, muter notre intention de base donc c'est toujours en mouvement et en tout cas, c'est des très, très bons moments et puis on commence à prendre notre place, sur le marché donc c'est cool. Ouais, clairement. Et business WhatsApp, j'avais entendu ça sur ton podcast, les gros mots. Euh, qui dit WhatsApp dit conversation. Pareil pour toi, Charlotte, c'était story, conversation sur Insta. Donc faut pas. Des fois, on s'imagine de lancer un business, c'est genre hyper compliqué. Mais si on garde ça en tête, le business WhatsApp, c'est juste une conversation et puis faire une offre irrésistible, tant qu'à faire. Et moi, ce que j'ai apprécié dans ce que tu as partagé aussi, Gérald, c'est qu'il y a zéro risque en fait. Tu vois, c'est soit on gagne, soit on apprend. En l'occurrence, toi, tu as gagné et appris, eux aussi. Des fois, il faut juste ça pour se nourrir intérieurement et se dire, OK, next step. Toi, Charlotte, c'était en one-one.
puis après beaucoup plus de one-one, puis après des immersions. Donc, Et moi, je vois un peu le truc par rapport au business WhatsApp, la spirale des difficultés. On commence toujours avec des coups faciles à jouer. Par exemple, quand tu joues au rugby, que tu fais des transformations, tu tapes des pénalités, tu commences pas à taper des coups de pied 40 mètres dans le coin du terrain. Tu vas commencer 22 mètres en face, les coups faciles, et ensuite tu vas complexifier. Ben, je pense que c'est pareil. Et le business WhatsApp ou la story, c'est des gens qui t'attribuent déjà une certaine autorité, des gens avec qui tu as déjà discuté, des gens avec qui il y a de la sympathie. Il y a déjà un historique, etc. Et donc, du coup, pour moi, c'est le 22 mètres, la pénalité 22 mètres en face, c'est celle qui est la plus facile à réaliser au rugby. Et ben, je pense que c'est dans le business, c'est le business WhatsApp ou la story Insta si c'est le canal privilégié. Mais c'est un coup qui est simple. Plutôt que de faire une VSL complexe avec des pubs complexes, des gens qui ne nous connaissent pas, voilà, qui ont beaucoup d'a priori, c'est normal, on en a tous quand on se fait démarcher. Là, on passe tous ces filtres-là d'un coup, quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi un certain plaisir aussi pour nous, tu vois, à renouer avec ce côté. Moi, c'est le côté artisanal en fait. On refait les choses main dans le cambouis et c'est vrai que quand tu as un business qui est déjà structuré, tu as envie d'aller faire ça aussi. Et je pense que c'est un truc intéressant, c'est, tu vois, pour les entrepreneurs qui ont déjà un business qui tourne, etc., d'aller se challenger sur d'autres choses, que ce soit des nouvelles offres, que ce soit un business à côté. C'est aussi quelque chose qui, je trouve, redonne du sens et permet de se reconnecter à ce côté artisanal qu'on peut perdre au bout d'un certain temps dans l'entrepreneuriat. ouais. Et le challenge, il est quand même on a besoin de retourner dans l'artisanal, de faire les choses, mais c'est de ne pas perdre tout ce qu'on a construit. Et c'est là où il y a deux écoles, hein. Vous, en l'occurrence, bah, c'est l'école où on a bien construit, on a retiré de la valeur. Mais parfois, on va sur notre projet, et puis le premier projet, il capote. Et au final, mis à part avoir engrangé l'expérience, qui est déjà juste géniale, on n'a pas capitalisé dessus. Moi, je le vois, avant d'être dans cet écosystème du mastermind, j'avais le décodeur du non-verbal, qui a pourtant été bien structuré entre 2011 et 2016, mais à ne pas mettre de focus dessus, il a périclité au bout de quelques années. Donc ça, c'est aussi l'enjeu de structurer, n'est-ce pas? Mais je crois que ça marche aussi sur les objectifs pro-perso. Moi, c'est un peu mon apprentissage de ce premier trimestre. C'est qu'en ce moment, je développe rien dans mon business. Je fais du run, mais je build rien parce que j'ai des objectifs perso, notamment sportifs, qui sont hauts. Et en termes de focus, de bande passante, j'arrive pas à tenir des objectifs. Donc, du coup, ben, mon business, il est un peu à la Charlotte. En ce moment, il tourne, mais je sais que je suis pas dans une phase où je vais agrandir la maison, je vais faire des dépendances et je vais changer la tapisserie. Non, là, pour l'instant, je fais en sorte de le maintenir, de bien livrer, de bien tenir mes engagements, mais je suis pas dans une phase de build. Et donc, parce que j'arrive pas à me focus sur 2 trucs en ce moment. Et là, tu Et donc builds à je pense titre que perso. c'est En cool. sport, tu builds, t'es en Ouais. train de progresser dans notre domaine. Et le focus, tu l'as dit, hein, on parle souvent du temps en termes de ressources pour l'entrepreneur, mais pas assez du focus, je trouve. Et c'est quand tu dilapides le focus dans plein de projets justement où tu builds, c'est la meilleure façon de rien construire du tout, hein. Bah, écoutez, je pense que pour un premier épisode, waouh, vous avez donné, c'est trop cool. On va passer donc quelques épisodes ensemble et moi j'aimerais justement pour ceux et celles qui souhaiteraient en découvrir davantage, découvrir votre actu, etc. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut être au plus près de ce que vous faites, Charlotte? Pour toi, c'est quoi? Moi, pour l'instant, c'est très artisanal, comme je le disais. Donc, c'est sur Instagram, Charlotte Apieto, tout attaché, à 2PIE2TO. Et est-ce qu'on peut même creuser sur ton Telegram ou faut déjà être dans ton Le lien écosystème? est sur l'Insta, effectivement. Le Telegram, en fait, c'est un... Bah tiens, on parlait du côté artisanal. Et je me dis ce que vous me demandiez avant qu'on démarre l'épisode, si j'avais un podcast sur le nouveau business. Et je vous ai dit non. Et en fait, j'ai ce truc où je recherche justement la simplicité pour l'instant avant de repartir dans des process plus complexes. Et en fait, j'avais envie de pouvoir partager mes insights et mes enseignements business de façon très simple, très fluide, comme je ferais des audios à des amis. Et du coup, j'ai fait un canal Telegram où je fais des audios. Donc c'est très simple, mais ça fonctionne super bien. J'ai des super retours dessus et tous mes clients que j'ai en immersion ont écouté les audios Telegram en fait. Donc voilà. Mais le Telegram, le lien est dans le compte Insta. C'est le podcast avec une sauce communauté, une sauce simplicité. Donc, trop C'est bien. ça. Et toi, Gérald, comment on peut te retrouver? Où est-ce que tu es hyper actif? Hyper actif, je sais pas, mais en tout cas Insta, c'est, je réponds à tout le monde. Et on parlait tout à l'heure de conversation. Pour moi, c'est le mieux. C'est de venir discuter sur Insta. Après, on publie sur LinkedIn, mais le focus numéro un, c'est Insta. Et puis, pareil, dans les liens, il y a tout le il y a tout le, il y a tout ce qui est utile de trouver. Et voilà, mais Insta, même si juste vous avez écouté l'épisode et que vous avez bien aimé, ben, un petit message, ça fait toujours super plaisir. Et moi, je réponds vraiment à tout le monde. Il m'arrive de mettre un peu de temps, mais je réponds à 100% des gens. C'est clair.
Trop bien. Eh bien, merci pour ce premier épisode tous les trois. On va enchaîner sur un deuxième. Vous êtes OK? Merci Romain. Allez, let's go. Merci.